Les villes ont des besoins en financement, ont des besoins en infrastructure, en équipement, ont besoin de payer de l'infrastructure, de financer l'infrastructure, mais ont rarement les moyens. Nous avons vu précédemment quels étaient les mécanismes possibles entre l'emprunt ou la captation de taxes. Nous allons voir de manière plus précise quels sont les leviers, notamment en termes fonciers, qui permettent d'augmenter localement les revenus. Il y a possibilité d'aller chercher ailleurs, mais il y a aussi possibilité localement d'augmenter un certain nombre de revenus, et nous verrons que c'est directement lié et directement connecté au plan d'urbanisme. Les problèmes, alors, nombreux, c'est que les ressources à disposition sont moindres par rapport aux besoins, mais un des grands problèmes aujourd'hui reste la décentralisation. Alors, la décentralisation en tant que telle n'est pas un problème. On a délégué un certain nombre de pouvoirs depuis l'État central jusqu'aux collectivités locales, sauf qu'on a délégué ces pouvoirs et ces responsabilités aux collectivités sans forcément leur déléguer le budget qui va avec. Donc, on se retrouve dans une situation où les collectivités locales ont plus de tâches à accomplir sans avoir plus de budget pour accomplir ces tâches. C'est ça le nœud du problème, c'est qu'on est dans des situations où les municipalités manquent cruellement de moyens à disposition pour faire toutes les tâches qui leur sont dévolues. Les sources de revenus, elles sont au nombre de 2. Il existe les taxes sur la propriété et les taxes sur l'activité. Pour cela, nous verrons que pour la propriété, il faut ensuite sans doute un adressage ou un cadastre pour pouvoir collecter ces taxes. Mais on a dans ce schéma-là sur la propriété ou sur l'activité. Et donc les enjeux sont au nombre de 3. La question de l'informel, comment je vais pouvoir capter une partie de cette activité informelle, la question de la propriété, la question de l'activité économique. Donc ça, c'est l'enjeu pour obtenir des ressources pour un gouvernement local, c'est de travailler sur ces 3 leviers possibles. La question de l'informalité, elle est relativement simple. Comment on va faire dans une activité qui, par définition, n'est pas formelle? Comment on va réussir à capter une partie des ressources, puisque ressources il y a, puisque l'activité économique, même faiblement rétribuée, est rétribuée. Donc on peut imaginer des mécanismes pour capter une part infime de cette activité. Pour cela, on peut demander par exemple une taxe pour les vendeurs ambulants. Donc, ces vendeurs sont répertoriés et doivent payer chaque jour, chaque semaine, une taxe à la municipalité. C'est des taxes qui sont relativement faibles. Les coûts de collecte sont importants par rapport à la faiblesse de la taxe, mais sur l'ensemble de l'activité informelle, on arrive à des chiffres non négligeables. Ça demande une systématique pour que cette source de revenus soit une réelle source de revenus. Lorsque ça coûte plus cher de collecter les taxes que la somme que je vais collecter, on peut s'interroger s'il n'y a pas un problème dans le mécanisme. Mais même pour l'informel, il n'y a pas de problème à pouvoir collecter les taxes. Il faut juste savoir comment et sur quel type d'activité. Sur le transport, c'est exactement la même chose. On peut collecter des taxes sur les cars rapides qui sont par définition informels, en tout cas organisés de manière totalement informelle. La valeur foncière, alors je reprends mon schéma de ville avec un centre-ville ici. Alors il y a 2 types de valeurs foncières. C'est que toute l'extension urbaine ici, je peux prendre une taxe sur le prix de ma parcelle. Je peux prendre une taxe à l'achat, mais également une taxe annuelle. Cette taxe doit ensuite permettre de payer le réseau de voirie d'électricité. Je schématise, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit. Soit on prend une fois sur la transaction, soit annuellement. Ici aussi, plus je mets de voirie, plus je densifie des zones importantes, plus ma valeur va monter. Et donc, plus la valeur du sol va augmenter, et plus je crée une plus-value foncière. On peut imaginer un mécanisme qui permet ici de capter la plus-value
en tout cas partiellement, et ce captage permettra ensuite de financer de l'infrastructure. Le cas d'école, ma ligne de tramway, nous l'avons vu à Rabat dans une précédente vidéo, permet de créer de la plus-value foncière. Il faut trouver les mécanismes qui permettent, en cas de vente ou de location d'appartements, de capter une partie de cette plus-value qui payera en retour l'infrastructure que j'ai mis en place pour créer de la plus-value. Donc c'est un cercle comme ça vertueux. Le seul problème, c'est que dès qu'on dit qu'on va capter de la plus-value, on a toute une série de contournements possibles qui nous permettent justement de garder des valeurs officielles et puis de partir dans l'informel pour éviter justement de pouvoir ou de devoir plutôt payer ces taxes. Mais il faut savoir que dans le cas de notre plan d'urbanisme, de notre planification, qu'on soit en périphérie ou au centre, toutes les infrastructures que je vais planifier sont directement interconnectées avec les finances locales. Ce qui veut dire qu'il y a une influence énorme de mon plan d'urbanisme, de mon plan directeur et de la manière dont je vais planifier sur les finances locales. Il y a une influence énorme de l'urbanisme sur le coût des infrastructures, nous l'avons vu dans les lotissements, mais il y a aussi une influence sur la plus-value que l'on peut créer ou non. Donc on doit jouer sur les deux tableaux lorsque l'on planifie, à la fois pour limiter les coûts des investissements et à la fois pour permettre une plus-value de ces investissements qui seront faits pour pouvoir récupérer les taxes en retour. Enfin, il y a l'activité économique. On peut taxer cette activité. Plus elle prospère, plus on obtiendra de taxes. Ce qui veut dire que le plan d'urbanisme, le plan directeur, doit permettre de mettre en place soit un certain nombre de terrains, soit par son infrastructure, les conditions nécessaires au développement de l'activité économique. Alors c'est toujours des grandes phrases, des vœux pieux, les infrastructures nécessaires au développement de l'activité économique. Mais il s'agit bien de cela. Il s'agit bien à la fois de proposer des terrains, il s'agit de proposer aussi une accessibilité. Accessibilité, pas seulement au terrain, pas seulement à la ville. Si je me mets dans une vision globale du monde, le fait par exemple, comme certains pays, d'accueillir très facilement, sans visa et de manière continue, le flux ou le flot des gens, permet de développer une activité. Si, lorsque vous cherchez à développer votre activité, vous êtes soumis à des contraintes telles qu'il n'est plus intéressant de développer cette activité, eh bien, finalement, vous allez la développer ailleurs. Il y a ceux qui sont captifs puisqu'ils sont dans la ville, ils ne vont pas aller dans une autre ville développer leur activité, mais pour l'activité économique qui viendrait de l'extérieur, pour se positionner sur une scène internationale, ça demande une accessibilité totale, et cette accessibilité passe par le système d'aéroport, le système de visa, et toutes ces choses qui font que oui, c'est fluide et il est facile de venir, ou non, c'est extrêmement difficile de venir travailler ou investir dans telle ou telle ville. Là, je me mets vraiment dans la perspective d'un investisseur étranger qui viendrait investir dans telle ou telle ville. Voilà là aussi ce que nous voulions montrer rapidement, c'est qu'il y a un lien direct entre le plan d'urbanisme et les finances. Le coût de l'urbanisation et à l'opposé, la possibilité de capter par le biais de taxes des ressources qui puissent ensuite être investies ailleurs.